Je pense que cette conférence se tient à un moment que nous, au Sahel, dans la bande sahélienne, considérons comme particulièrement important et préoccupant. La situation que nous vivons actuellement est une situation de grande confusion. Si nous prenons le cas du Mali, et je pense que le cas du Mali aurait pu être le cas de la plupart de nos pays. Nous parlons du Mali, mais en fait, beaucoup de nos pays auraient pu subir le même sort. Donc, un pays considéré comme démocratique, pays où une rébellion récurrente éclate une fois de plus, et un coup d'État des extrémistes violents et leurs alliés qui occupent une plus grande partie du pays et des villes, excellents en communication, ils mobilisent, comme je les ai vus faire ailleurs en Afrique et en Asie, l'opinion publique grâce à l'emploi des médias, une intervention extérieure qui les arrête. Une nouvelle phase donc s'ouvre au Mali avec l'annonce prochaine de l'arrivée des troupes des Nations Unies, une élection présidentielle prévue en juillet 2013, un dialogue national qui est annoncé et qui a même commencé. Alors, tout ça est classique, mais le grand problème, c'était inattendu. Beaucoup le savaient, beaucoup le pensaient, mais personne ne croyait que ça allait se dérouler aussi vite. Alors, pour moi, il y a une question. Comment et pourquoi, dans des pays où les sociétés traditionnelles sont fortes spirituellement, sont disciplinées, comment dans ces pays peuvent se développer et prospérer des mouvements extrémistes et intolérants. Et lié à cette même question, comment expliquer qu'après 50 ans d'indépendance et l'attribution d'une aide bilatérale et internationale massive, nous ne pouvons pas contenir l'effondrement d'un pays? L'aide a-t-elle été utile? Nos façons de gérer nos pays a-t-elle été utile? Alors, cette question pose le problème donc de l'espace territorial dans le Sahel et l'extrémisme violent. L'effondrement du Mali ne peut naturellement pas laisser indifférent dans la mesure où il confirme la fragilité des institutions publiques dans le Sahel. Et donc, chaque pays est concerné. Le déclic de la crise libyenne, la crise libyenne, à mon avis, a été plus un déclic que la cause de l'effondrement des institutions dans le Sahel. Une région où il y a une combinaison, ils ne sont pas uniques à l'avoir dans le monde, une combinaison de mauvaise gouvernance, pauvreté et insécurité sont relativement anciennes et résultent d'une combinaison de plusieurs facteurs intérieurs et extérieurs. Et la réponse à cette situation doit, à mon avis, être multiforme et combiner précisément des apports autant politiques qu'économiques, nationaux, régionaux, internationaux. La violence extrémiste a trouvé dans le Sahel une région idéale pour s'enraciner et se propager au-delà des frontières étatiques. Donc, plusieurs raisons. L'immensité des espaces géographiques, l'indigence des institutions publiques
ont offert aux radicaux et aux autres révoltés un terrain propice qui se joue aisément des réglementations internationales et naturellement des réglementations nationales. Les loyautés des populations, des administrations vont plus facilement aux tribus ou aux clans qu'à l'État national. Je crois que c'est un problème auquel nous devons faire attention. La loyauté n'est pas nécessairement à l'État national, mais aux clans, aux tribus et à la région. Ceci a conforté la criminalité dans la région. Manque de dénonciation, d'information. Lutter contre l'extrémisme violent invite à tenir compte dans le Sahel de ces pesanteurs sociologiques depuis très longtemps internationalisées. Et elles sont le résultat ou l'expression, disons, des systèmes pas simplement injustes, mais des systèmes qui sont sclérosés. Comme naguère en Somalie, les systèmes tribaux du Sahel, s'ils ne sont pas mieux gérés, peuvent construire nos États. Au lieu d'aller du clan familial à la tribu, à la région et à l'État, on risque d'assister à la déconstruction de ce processus où nous avons des États qui se transforment en régions, en tribus et en clans ou confréries. C'est une menace que je ne peux minimiser et que je voudrais donc rappeler. Et c'est exactement ce qu'on a en Somalie, la déconstruction de l'État national. À ce niveau, à mon avis, une première interrogation se pose. L'insécurité et la pauvreté sont sans aucun doute intimement liées sur le terrain. Mais la question est, qui de la pauvreté et de l'insécurité est la cause de l'autre? On nous dit souvent le terrorisme est dû à la pauvreté. Mais à mon avis, la pauvreté par elle-même n'engendre pas nécessairement la violence. Bien au contraire, elle peut encourager résignation et fatalisme. Cependant, l'injustice quotidienne et le sentiment d'abandon encouragent l'usage de la violence ou l'indifférence. Elles sont considérées par les populations vulnérables comme des actes violents dirigés contre elles. Une plus grande accessibilité aux nouvelles technologies de l'information, telles le mobile et Internet, ont renforcé la capacité de défense des populations marginalisées. En défiant les autorités ou en laissant faire d'autres, les extrémistes, les populations se sentent en mesure de se faire entendre. Et la phrase qu'on entend le plus souvent, en tout cas à travers le Sahel et sans doute ailleurs, est qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Sous-entendu, ce n'est pas notre problème. Il n'est pas normal que les citoyens d'un pays ne se sentent pas concernés par les préoccupations des gouvernements. En conclusion sur ce point, il n'y a pas de développement sans sécurité, mais en même temps, il n'y a pas de sécurité sans développement durable. Le problème, à mon avis, c'est la perception de la justice et du respect pour les populations. Alors, je reviens encore au cas du Mali ou au cas du Nigeria qui nous interpelle sur ce plan. Comment expliquer l'instabilité du nord du Mali? Est-ce par manque d'investissement économique ou par la permanence des révoltes qui effraient d'éventuels investisseurs? C'est la poule et l'œuf qui est à l'origine de qui? La criminalité, par exemple, les trafics divers,
de drogue, de cigarettes, de voitures volées, le passage des immigrés qui prospèrent dans le Sahel, assure plus de ressources, plus de revenus, et de manière encore plus facile que l'économie classique. De plus, et je parle de ce que j'entends, de plus, dans la mesure où la corruption est endémique et assure prestige, richesse et même les honneurs, les gens se demandent pourquoi les trafics seraient-ils moins bien perçus socialement. Si on peut, en une génération spontanée, s'enrichir dans des positions importantes, pourquoi le bon homme ou la bonne femme des frontières, en facilitant le trafic, ne serait-il pas lui aussi moralement autorisé à s'enrichir? C'est cette impunité, plus les solidarités tribales ou claniques, et dans certains corps de métier, qui encouragent la violence extrémiste, une réponse aux abus et aux excès des élites urbaines. Pour les jeunes, sans espoir de trouver un travail honorable ou même un travail régulier, l'illégalité, la criminalité et le radicalisme religieux assurent ou apportent une reconnaissance sociale, un prestige et naturellement un revenu. Pourquoi ne pas les utiliser? Ce sont des débouchés comme d'autres. C'est du moins le sentiment que je reçois quand je voyage dans la région. Alors, le gouvernement et les rébellions, une fois qu'il y a une rébellion, et fatalement, il y a des rébellions s'il y a cette permanence de politique de ce genre. Alors, face aux rébellions, les autorités gouvernementales adoptent traditionnellement, instinctivement, si on peut dire, une posture belliqueuse. Et c'est normal. Nous devons protéger, disent-ils, les populations contre les criminels, les extrémistes et les voyous. Mais il y a un problème, c'est que ces extrémistes armés sont des nationaux. Comment les gérer? Comment les traquer au milieu des populations? Ainsi, au bout d'un temps, la politique du bâton trouve ses limites et cède la place à la politique de la carotte, à l'approche. Plus une guerre civile s'enracine, plus elle devient naturellement plus coûteuse et plus le pouvoir central commence sagement à envisager la négociation avec ses propres citoyens rebelles. Le processus est assez classique. On annonce une amnistie plus ou moins sélective, puis un pardon général et enfin des projets économiques d'intégration des rebelles repentis. Ces mesures ont plus ou moins réussi dans plusieurs pays, dont les plus connus à mon avis, il y a d'autres, sont les Philippines, la Fédération de Russie ou l'Algérie. Et ce modèle a été adopté par d'autres pays avec plus ou moins de succès. Mais depuis 1962-1964, nous avons eu des rébellions au Mali. Des mesures de ce genre ont été prises, mais elles n'ont pas abouti. Le problème identitaire s'est posé donc avec plus de force. Le problème, malgré l'appui des voisins, en particulier de l'Algérie, les Maliens n'ont continué, quand je dis les Maliens du nord, du sud et du centre, continuent à penser logique et raison. Dans les conflits internes, l'une des choses qui manque le plus, qui ne fonctionne pas du tout, c'est la logique. Parce que le sentiment, il y a un sentiment de frustration, de rejet, et l'approche ne peut pas être seulement logique, il faut une approche plus vaste. Au Nigeria,
il y a un problème nouveau, entre guillemets, c'est celui de Boko Haram. Est-il lié à Al-Qaïda, de la façon dont il opère? Ou est-il, comme certains de mes amis me le disent, plus proche des mouvements du delta, le Mende, du delta au sud, et donc une rébellion qui cherche une redistribution des revenus? La question se pose, mais la façon dont Boko Haram opère et fait ses communiqués le rapproche plus dans ce que nous pensons être l'approche d'AQMI. Le financement reste cependant important au Nigeria et toutes les politiques qui peuvent donner accès aux ressources étatiques sont en général assez bien utilisées dans ce pays. En Somalie, la chute, ou plutôt la dérive du pays, a été, si on peut dire, accidentelle, entre guillemets. Dans la mesure où, m'a-t-on dit, les forces de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, la marine, ont été dissoutes par accident, par un communiqué à la radio, et il n'y avait plus de corps pour maintenir la cohésion nationale. Et pour se protéger eux-mêmes, les forces de sécurité ont dû avoir recours à leur région, à leur tribu, à leur clan. Les reconstituer est un effort qui demande des ressources et de psychologie qu'on n'a pas encore trouvé 20 ans après. La tribu et les clans donc sont devenus le seul critère pour assurer protection, sécurité et revenus. Mais plus la crise somalienne a duré et dure, et plus elle est devenue en elle-même, et pour beaucoup Somaliens et non-Somaliens, un projet économique, source de revenus. Entre parenthèses, la plupart du commerce en Afrique de l'Est est plus ou moins dominé par les Somaliens, de rentables commerçants dans l'import et export, et la crise somalienne ou le manque d'État central facilite les services de police, de douane et de gendarmerie dans cette région. Cette situation arrange également ceux parmi nous étrangers en Nairobi qui veulent régler la crise somalienne depuis Nairobi et pas depuis Mogadiscio. Les cas somaliens interpellent les populations et les États du Sahel. Plus une crise dure et sans racines, et plus elle génère les forces qui empêchent sa résolution et qui la perpétuent, parce que toute crise qui dure devient une affaire pour ses dirigeants et pour ceux chargés de lutter contre elle. La crise du Sahel est de plus en plus inquiétante dans la mesure où, et c'est un peu humain, les protagonistes pensent que le problème s'impose, la résolution du problème s'impose au reste du monde, et que c'est au reste du monde et pas aux Maliens et aux Sahéliens de le régler. C'est le président. Les projets, pour régler les crises, les projets financiers par l'aide publique au développement ont des difficultés à aller au fond d'une crise pour la régler. C'est pour des tas de raisons. Ces projets sont de plus en plus orientés vers le domaine humanitaire, vers l'environnement, la promotion du genre, protection des enfants et autres projets sociaux. Cette évolution est intéressante parce qu'elle démontre d'une certaine façon que l'aide attribuée globalement n'a pas assuré, 50 ans après, le décollage économique. À la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, la priorité de l'aide est considérée comme devant aller au secteur suivant: les infrastructures physiques qui assurent l'intégration nationale et facilitent les échanges internes,
l'intégration régionale, la promotion du secteur privé et une gouvernance responsable. Naturellement, l'humanitaire est important, mais pour gérer l'extrémisme violent, il est essentiel de tenir compte des causes de ce phénomène et en particulier assurer le financement qui aide à mettre fin à la marginalisation des groupes sociaux, ethniques ou géographiques et religieux. Il est également important de noter que le nombre d'organisations en charge d'exécuter les projets d'aide se sont multipliés. Comment s'assurer qu'il n'y a pas de duplication excessive ou de chevauchement dans la mise en œuvre de ces projets? Une coordination minimale et une harmonisation des programmes d'aide est indispensable. Mon expérience m'a montré qu'il est extrêmement difficile de coordonner ou d'harmoniser l'aide parce que chaque organisation, chaque gouvernement veut gérer son aide. Même au niveau national, il est extrêmement difficile, je suppose, par exemple, d'harmoniser l'aide entre la Défense, le département d'État et l'USAID. C'est très difficile, à plus forte raison au niveau international. Ceci étant, la question d'assurer la coordination au niveau des pays qui financent est importante. Cela n'est pas très difficile, mais au niveau national, je vous laisse imaginer donc les difficultés au niveau international. Dans le contexte du Sahara, les services de sécurité au sens large du terme, l'armée, la police, la douane, les finances dans le sens contrôle des mouvements financiers, méritent une attention et des soutiens aussi forts que ce qu'on accorde, à mon avis, au genre, à l'humanitaire, ou autres, dans la mesure où sans sécurité, on revient là où on a commencé, il n'y a pas de développement. Il est cependant important que ces services nationaux demeurent et continuent à être professionnels, ouverts à la société civile et non fermés comme un monde isolé dans les sociétés libres, essentiellement libres du Sahel. Dans le Sahel aujourd'hui, bouleversé par les effets climatiques, en pleine mutation politique et sociale, politique, à cause de l'urbanisation, des téléphones mobiles, des facilités de voyage et les nouvelles aspirations populaires, la violence extrémiste et le terrorisme peuvent se développer et s'enraciner durablement comme en Afghanistan, comme en Somalie. Mais les efforts conjoints des pays de la région, en particulier du Maghreb et de la CEDEAO, et c'est des sujets qui fâchent. Je ne pense pas qu'on puisse régler les problèmes du Mali par la seule CEDEAO ou les Nations Unies. Il faut qu'il y ait le Maghreb et la CEDEAO. Mais le Maghreb est bloqué, donc comment le faire? Alors, comment faire avec le Sensad? Ne pas confondre Sensad et l'ancien régime. Est-ce que redynamiser ou revitaliser, elle peut aider? Mais il est important que les pays maghrébins gèlent leurs difficultés bilatérales pour pouvoir aider la CEDEAO et que la CEDEAO travaille directement avec les Maghrébins. Sinon, et je parle à titre personnel, nous ne voulons pas de présence étrangère. Et chaque fois que nous ne travaillons pas ensemble, nous aurons encore plus de présence étrangère et même pas des États contre lesquels on peut se plaindre, mais de tout ce qui est étranger. Cette parenthèse très importante pour M. le Président, parce que je pense que si le Sahel est en crise, c'est qu'il y a un manque de coopération entre les États qui ont la capacité de travailler ensemble, de le régler. Le déficit de coopération dans ce domaine entre les deux ensembles encourage l'extrémisme violent et invite les pays hors région, Europe, États-Unis et autres, à être plus régulièrement présents sur le terrain. Il est tout à fait légitime, si je suis malien, mauritanien, burkinabé ou Niger, d'inviter l'Europe et les États-Unis à m'aider si mes propres voisins ne m'aident pas. En guise de conclusion, je voudrais dire que l'aide est d'abord
a été et est une mesure de prévention de conflits. Au cours des 50 dernières années, elle a pu s'adapter aux conditions des pays et elle a apporté beaucoup de progrès, comme je l'ai dit, en matière de santé, d'éducation. La priorité aujourd'hui au Sahel est le soutien au Mali pour la gestion et la résolution d'une crise qui est contagieuse. Après la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sierra Leone a besoin de soutien et de l'aide des pays extérieurs qui, jusqu'au Tchad, peuvent aider. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je vous remercie beaucoup.